qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Il est 18h45 à Bujumbura et à Gitega et partout dans le pays. Bienvenue dans le magazine Humura Burundi du 26 mai 2019. Commençons par ces grands titres. Les mauvaises conditions de détention au Burundi provoquent plusieurs sortes de maladies chez les détenus. Vous allez suivre le cas de la prison centrale de Mpimba au début de ce magazine. Dans cette édition, vous suivrez également le forum pour le renforcement de la société civile qui appelle le gouvernement tanzanien à protéger convenablement les réfugiés. C'est après la récente interception d'armes à feu dans les camps des réfugiés burundais dans ce pays. Et enfin, comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Uwaruka. Aujourd'hui, on vous parle des cas de viol signalés dans différents établissements scolaires au Burundi. La mise en onde est assurée par Steve Niungeko et Jean-Pierre Nifashidje. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue encore une fois. Commençons par la page droits de l'homme. Le système de santé en milieu carcéral au Burundi laisse à désirer. Le grand effectif de détenus dans les centres de détention, la mauvaise nourriture et les mauvaises conditions de détention augmentent la probabilité pour les prisonniers de tomber malades. Les maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida ainsi que d'autres maladies sexuellement transmissibles sont par exemple les plus fréquentes dans la prison centrale de Mpimba. Les détails avec Josiane Mouzanez. Avec une capacité d'accueil de 800 prisonniers, le nombre total de prisonniers dans la prison centrale de Mpimba était estimé à 10 000 en date du 17 août 2018. Parmi eux, il y avait 60 femmes, 99 nourrissons et 112 jeunes ne dépassant pas l'âge de 30 ans. Avec tout cet effectif, la prison centrale de Mpimba ne dispose que de 2 médecins et 8 infirmiers chargés de soins et prescriptions médicales des prisonniers. Les conditions de détention précaires, l'hygiène et la mauvaise nutrition constituent la principale cause de maladies dans cette prison, selon un militant de l'Observatoire burundais des prisons OPB en sigle. Une source à l'intérieur de cette prison indique que le seul repas par jour, mal préparé, composé de pâtes de manioc et de haricots, ne manque pas de conséquences sur l'état de santé des prisonniers. Certains d'entre eux manifestent déjà des symptômes de malnutrition, d'autres ont des ulcères et surtout de la tuberculose. Selon Society for Women and AIDS Association, soit Burundi, une association impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida, les principales maladies auxquelles font face les prisonniers burundais sont le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, le paludisme et la tuberculose. Certaines catégories restent plus vulnérables que d'autres, notamment les enfants nés en prison, les personnes âgées, les femmes, les toxicomanes, les adolescents et les étrangers. Également, le système médical est très lent et en cas d'admission à l'hôpital pour maladie avec la permission du médecin, le détenu n'a pas le droit de passer plus de 2 semaines à l'hôpital, même si celui-ci n'est pas guéri, ce qui entraîne dans la plupart des cas la mort de la victime, confie une source. Les détenus de cette prison demandent au gouvernement et aux dirigeants de la prison d'améliorer leurs conditions de vie et de santé, car, disent-ils, même s'ils sont incarcérés, ils ont toujours droit à la vie. Rendons-nous en Tanzanie où les autorités tanzaniennes devraient prendre des mesures claires pour protéger les réfugiés burundais. C'est le président du Force qui réagit après la récente interception des armes à feu dans les camps des réfugiés dans ce pays. Vitan Shimirimana s'étonne du silence de ces autorités alors que les infiltrations des perturbateurs sont signalées depuis des mois.
Ça fait déjà plusieurs mois qu'il y a des informations concordantes faisant état d'infiltration par des éléments du CNR, des miliciens Imbonerakure et d'autres agents burundais dans les camps des réfugiés burundais. Et aujourd'hui, on en est au moment où ces éléments sont attrapés en possession d'armes à feu. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la première fois qu'une telle sale besogne est commise, ce qui démontre davantage la menace qui pèse sur ces réfugiés burundais en Tanzanie. Nous saluons la solidarité des réfugiés burundais qui partagent renseignements et interviennent très rapidement et collaborent avec la police parce que n'eût été la collaboration et la solidarité de ces réfugiés, ces éléments qui infiltrent ne seraient pas inquiétés à ce jour. Et ce qui est plus préoccupant, c'est le silence gardé par les autorités tanzaniennes qui, en réalité, se seraient déjà levées pour dénoncer ces cas et pour arrêter des mesures politiques sécuritaires claires qui visent la protection adéquate de ces réfugiés. Les Burundais réfugiés dans les camps tanzaniens risquent d'être massacrés comme ceux de Kamanyola en République démocratique du Congo, alerte Vital Shimiriman. Nous sommes d'ailleurs fondés à croire que si les autorités tanzaniennes restent dans leur mythisme, les réfugiés burundais risquent de subir le sort qu'ont subi les réfugiés burundais à Kamanyola il y a de cela 2 ans. Et ça va engager la responsabilité de la République unie de Tanzanie qui aura fermé ses oreilles lorsque les réfugiés burundais ont continué à crier. Vital Shimirimana, c'est le président du Force. Revenons au Burundi pour parler du rapport hebdomadaire de SOS Torture. Au moins 3 personnes ont été assassinées au cours de la semaine écoulée. Selon le rapport de cette organisation, le rapport évoque aussi 16 cas d'arrestation arbitraire, dont des élèves du lycée communal de Kiremba en province Bururi. Aimé Kwizera, le porte-parole de l'organisation SOS Torture, s'indigne également de la persécution des membres des partis de l'opposition. Persécution faite par des Imbonerakure en complicité avec la police. Suivez plutôt Aimé Kwizera, il parle au nom de l'organisation SOS Torture. Plusieurs violations des droits de l'homme, 3 assassinats, un policier qui a été tué par son frère d'armes à Kirundo le 19 mai 2019. Celui-ci aussi a été à son tour exécuté par le lendemain par les agents qui étaient commis à sa garde. Un militaire qui a été abattu par un agent de la police à Bubanza en date du 22 mai 2019. Nous déplorons que les armes qui étaient censées protéger la population en deux est censée se Burundais. Et ce traité a également inventorié 13 cas d'arrestation arbitraire qui ont été également rapportés, dont 2 à Gitega, 5 à Bubanza, 2 à Makamba, 4 mineurs à Bururi arrêtés par le chef du service national de renseignement dans les enceintes du lycée communal de Kiremba le 23 mai 2019. Les persécutions des membres de l'opposition se sont intensifiées, surtout à Kirundo. Des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir ont séquestré 4 membres du CNL Antega en complicité avec les agents de la police nationale après s'être introduits illégalement dans les domiciles respectifs. Deux victimes ont été hospitalisées à la suite de ces coups qui leur ont été infligés. Nous déplorons que cette détérioration continue et exigeons que l'État du Burundi prenne ses responsabilités pour respecter ses engagements internationaux en matière de la protection des droits de l'homme. Aimé Kwizera, il parle au nom de l'organisation SOS Torture. Nous vous rappelons que nous passons en direct sur Facebook RPA Ijwi Nyagihugu, c'est la page Facebook de la RPA, le magazine Humura Burundi. Vous pouvez également le retrouver sur différentes plateformes telles que YouTube, SoundCloud et Twitter. Dans quelques instants, nous parlons gouvernance.
Le personnel de la Sosumo accuse les chefs de différents départements d'user de leur pouvoir pour licencier certains employés. Dans une correspondance adressée au président du conseil d'administration, les représentants des travailleurs de cette entreprise ont insisté sur 6 d'entre eux qui ont été licenciés au mois de mars sans aucun motif. Le point avec Emmanuel Niungeko. Cette correspondance date du 22 mai dernier, adressée au président du conseil d'administration de la Sosumo. Il met en exergue les inquiétudes du personnel de cette société suite au comportement de certains chefs de différents départements. Ces derniers sont accusés d'user de leur pouvoir pour sanctionner certains agents de l'entreprise. Il donne l'exemple de 6 membres du personnel suspendus sans aucun motif valable avant d'être licenciés. Parmi eux, Jean-Baptiste Niyuhire, agent du service à Charoko, et Aimable Kwizera, cadre du service contrôle interne. Ils avaient été suspendus pour des raisons d'enquête en date du 24 septembre 2018. Acquittés de toutes les charges le 20 mars 2019, le lendemain, ils ont déposé une copie de jugement à la direction de la Sosumo, accompagnée de leur demande de levée de suspension. Fort curieusement, lit-on dans ce document, ces 2 agents ont été licenciés pour faute lourde 4 jours après avoir déposé la preuve de leur acquittement. La mesure fut prise lors d'une réunion du comité de direction tenu le 25 mars 2019. L'autre cas soulevé est celui d'Edouard Nyandoui, agent du service opération mécanisée, soupçonné lui aussi de vol du carburant. Suspendu le 10 octobre pour des raisons d'enquête qui n'ont pas abouti, son contrat a été résilié après 5 mois de suspension pour faute lourde dans la même séance du 25 mars. Dans cette correspondance, le personnel de la Sosumo cite également les cas de Thomas Manirakiza et Anakle Nahondabirira, tous agents des services de stock, et René Mawenayo, agent du service de production. Tous ont été suspendus le 31 janvier pour des raisons d'enquête. Après 2 mois de suspension, ils ont été licenciés eux aussi, sans préavis ni indemnité, en cette même date du 25 mars 2019. Bien qu'ils aient été suspendus pour des raisons d'enquête, leur licenciement est intervenu avant l'aboutissement de ces dernières, regrette le personnel de cette entreprise. Cette décision de licenciement s'ajoute, selon les travailleurs de la Sosumo, à leur sentiment de désespoir généralisé causé par les cas récurrents de harcèlement et d'humiliation des chefs de service par certains directeurs de département, et cela devant leurs subordonnés. Ce document a été conjointement signé par les membres du syndicat des travailleurs de la Sosumo, CITIS en sigle, et les représentants du personnel du conseil d'entreprise. Une copie du dit document a été adressée au ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Merci Emmanuel Niungeko. Parlons à présent de notre série de reportages d'infrastructures menacées par des cours d'eau. Plusieurs maisons de la zone Musaga se sont écroulées suite à des glissements de terrain, des éboulements et des écroulements de la rivière Mimba, une rivière qui a déjà emporté des enfants. Les habitants de cette localité demandent que cette rivière soit aménagée. Le point avec Inès Gakiz. Entre la 2e et la 3e avenue de la zone Musaga, où passe la rivière Mimba, 5 maisons ont été déjà détruites et plusieurs latrines démolies depuis seulement le mois de janvier de cette année 2019. Plus grave, la même rivière Mimba a déjà emporté 3 enfants. Un ravin d'au moins 8 mètres de profondeur s'est créé dans cette rivière. Les plus petits enfants, sans discernement, sont les plus exposés en jouant sous la pluie au bord de cette rivière. Tout près de l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM, situé dans cette zone Musaga, des arbres ont été plantés le long de la rivière en vue de protéger les berges de cette dernière. Entre-temps, le pont reliant la zone Musaga à l'ISCAM risque d'être endommagé si rien n'est fait dans l'immédiat. Outre les dégâts déjà mentionnés, cette rivière qui prend source sur la colline Mboza de la province Bujumbura pour se déverser dans la rivière Moura en passant par les quartiers de Musaga et Kinanira 2 reste une menace pour toutes les constructions érigées sur ces berges. Dans quelques instants, c'est la seconde partie du magazine. Place maintenant à la rubrique Uwahuka. Aujourd'hui, nous vous parlons des cas de viol commis par les enseignants en milieu scolaire. Certains auteurs de ces viols n'ont pas été inquiétés par la justice.
Les invités de la rubrique vont parler des raisons de l'impunité des auteurs de ces viols dans les écoles ainsi que les conséquences qui en découleront. La rubrique Uwaruka vous est présentée par Nadej Irakoze. Les cas de viol commis par les enseignants à l'endroit des élèves se manifestent de plus en plus en milieu scolaire dans les différentes localités du pays. Ce qui fait peur, c'est que les auteurs de ce crime ne sont pas poursuivis par la justice et surtout que ce crime est commis à l'endroit des élèves qui devraient être sous la protection des enseignants. Quel comportement devrait adopter un enseignant devant ses élèves selon le règlement scolaire? Que prévoit la loi au cas où un éducateur est accusé de violer ses élèves? Pourquoi ce crime de viol prend une allure inquiétante en milieu scolaire? Voici les questions auxquelles nos invités vont répondre dans l'émission de ce dimanche. Nos invités sont Eulalie Nibizi, défenseur des droits de l'homme dans le domaine de l'éducation, Maître Syriac Nibitegeka et un parent qui a requis l'anonymat pour question de sécurité. Au micro, Nadej Irakoze, bienvenue. Jenda kunda FPA kubera ikunda abamama abapapa abana n'abatamakazi abarundi n'abanyamahanga. FPA nitwe rya bose. En moins d'un mois, la rédaction de la RPA a pu documenter 2 enseignants qui ont déjà violé leurs élèves, mais ces enseignants n'ont pas été poursuivis par la justice car ils ont été protégés par certains responsables de l'éducation et certaines autorités locales. Un de ces enseignants accusés d'avoir commis le crime de viol s'appelle Emmanuel Kwizera, surnommé Gwembe. Il enseigne à l'école fondamentale de Gitare, dans la commune Nyamurenza, en province Ngozi. Il a violé une élève de 14 ans, c'était le 30 avril 2019. Cet enseignant n'a pas été inquiété par la justice du fait qu'il a été protégé par l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyonzima, qui est son frère. Le deuxième enseignant accusé de viol est le dénommé Jean-Claude Bizohera. Il a violé une élève de 7e année de l'école fondamentale Butezi en commune Matana de la province Bururi. La victime est enceinte. Même si les parents des élèves de l'école fondamentale de Butezi ont demandé sans cesse que l'auteur de ce crime soit traduit devant la justice, les responsables de l'éducation ainsi que les organes de justice dans cette province n'ont rien fait pour l'arrêter. L'enseignant Jean-Claude Bizohera est un Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Vu que ce crime est commis par certains des éducateurs sans que la justice intervienne, l'un des parents des élèves de la province Ngozi indique qu'ils sont très inquiétés par cette impunité. En tant que parents d'élèves aux différentes écoles, nous déplorons ce genre de comportement car si un enseignant viole une jeune élève de 13 ou 14 ans, vous comprenez vous-même que c'est une infraction qui ne mériterait pas d'être tolérée. Nous avons été par exemple déstabilisés par ce qui est arrivé à l'Ecofo Gitare à Nyamurenza. C'est un comportement déplorable du fait que les parents de l'élève n'ont pas été tranquillisés. Même la direction communale n'a pas lancé aucun message d'apaisement dans le voisinage afin de montrer comment une personne peut salir l'image de toute une société. Alors, tant que les responsables de l'enseignement ainsi que les autorités administratives ne veulent pas lancer des messages d'apaisement, nous voyons que ce qui s'est passé à l'Ecofo Gitare pourrait se reproduire même ailleurs suite à l'indifférence de certaines autorités. Eulalie Nibizi, défenseur des droits de l'homme dans le domaine de l'éducation, explique que le règlement scolaire est très clair en ce qui concerne les relations entre les enseignants et les élèves. Elle ajoute également que lorsqu'un enseignant est accusé de viol, il y a des sanctions qui devraient être mises en exécution.
Le règlement scolaire prévoit que chaque enseignant doit se comporter comme un parent, comme un éducateur, qu'il doit respecter son élève. C'est pourquoi d'ailleurs les enseignants, nous appelons tous ces élèves-là, nous les appelons des enfants, ce sont nos enfants. Ensuite, il est interdit des relations, on les appelle des relations tendancieuses, des relations qui peuvent attirer les élèves dans des relations intimes avec le professeur. Ces relations intimes qui peuvent conduire au trafic des résultats scolaires, qui peuvent conduire à la prostitution des élèves, mais qui aussi peuvent conduire au manque de respect de l'élève et des autres élèves qui voient ces relations à l'égard de l'enseignant. Il est donc prévu dans le règlement scolaire de garder la réserve, de ne jamais approcher un enfant comme une fille de n'importe quelle catégorie, mais comme son enfant qu'il faut protéger afin de protéger tout le système éducatif. Au cas où il y a des relations tendancieuses, le règlement prévoit que l'enseignant doit être puni. D'une part, au niveau interne, le professeur, l'enseignant, qui est coupable, qui est accusé de ces relations tendancieuses, le règlement prévoit des punitions sévères. Et il s'agit entre autres quand un professeur, un enseignant est soupçonné d'avoir commis l'adultère avec les élèves, la première chose, c'est de l'écarter de l'école. La direction prend ses dispositions pour que l'enseignant ne soit plus vu à l'école. Et si possible, on le soumet à la justice. Mais la première chose, c'est de l'écarter des élèves afin de minimiser le nombre de victimes, mais aussi le déshonneur. Voilà les différentes sanctions. Il y a des sanctions scolaires, il y a des sanctions conformément à la loi si la justice fonctionne bien sûr. Maître Syriac Nibitegeka indique que le viol commis par des enseignants en milieu scolaire est un crime plus grave qui est inamnistiable selon le code pénal burundais. L'infraction de viol, c'est une infraction qui est prévue par l'article 577 du Code pénal burundais et qui est punie d'une servitude pénale de 5 à 15 ans. Mais quand cette infraction-là est punie sur un mineur de 15 à 18 ans, là c'est une circonstance aggravante, ce que je peux appeler une circonstance aggravante de premier degré, parce que là l'infraction sera punissable de 15 à 20 ans. Mais si l'infraction est commise sur un mineur de 12 à 15 ans, là c'est une circonstance aggravante de second degré, parce que l'auteur sera puni de 20 à 30 ans. Et cette infraction-là, en fait, ça réprime les faits lorsqu'il y a une personne qui a commis des relations sexuelles au sens vraiment global sur notre personne sans son consentement. Mais quand on est en présence d'un mineur de moins de 18 ans, ce consentement-là est toujours considéré comme faisant défaut. Et de la même manière, quand c'est un enfant qui est toujours sur le banc de l'école, même quand ça va au-delà de 18 ans, c'est considéré que l'élève ne peut pas donner un consentement valable pour ce genre d'acte. Quand l'infraction est commise par un éducateur, c'est aussi une circonstance aggravante. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est une infraction grave aux yeux de la loi burundaise et de la loi, si vous voulez, du droit international pénal, parce que ça constitue un crime contre l'humanité. Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une catégorie de la population, ou quand l'infraction est commise en connaissance de cette attaque, ça c'est prévu par l'article 198 du Code pénal burundais. C'est une infraction aussi tellement grave que la loi l'a érigée en infraction imprescriptible, inamnistiable et non graciable. Pour Eulalie Nibidi, si rien n'est fait pour éradiquer ce crime dans les écoles, les conséquences seront nombreuses dans la vie des élèves, ce qui aura un impact négatif dans leur éducation.
La première chose, c'est de perturber la scolarité de l'enfant. Quand une fille entretient des relations adultères avec son professeur, il ne pourra plus le considérer comme un éducateur. Une fois arrivé en classe, il va le considérer comme son partenaire sexuel. Donc, le prof perd sa crédibilité. Ça peut même être un début de prostitution, un début d'abandon scolaire. La deuxième chose, c'est la perte de la crédibilité de l'enseignant, la perte de la crédibilité des éducateurs, parce que les élèves constatent qu'un professeur entretient des relations amoureuses avec son élève, ils vont le considérer comme leur égal. Autre chose, ce sont ces grossesses en milieu scolaire, sur le surménage de ces enfants-là, il y a les avortements. Et quand l'enfant tombe enceinte, c'est tout son avenir qui est perturbé. L'autre point, c'est la transmission de ces maladies sexuellement transmissibles. Pour Maître Syriac Niwitegeka, la recrudescence de ces cas de viol en milieu scolaire est due à l'impunité des auteurs des crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi par certaines autorités, ce qui va engendrer des conséquences néfastes dans le pays. Au Burundi, on peut amèrement constater que l'impunité est utilisée comme une sorte de récompense pour la loyauté et l'obéissance inconditionnelle aux autorités, au pouvoir public qui utilisent certaines personnes, notamment les Imbonerakure, mais aussi des éléments de la police, même de l'administration, pour commettre des infractions. Et quand ces personnes-là se rendent elles-mêmes comptables d'infractions, la justice ne peut pas les poursuivre, au cas bien même elles essaient de les poursuivre. Il y a des pressions de l'administration qui fait que ces personnes-là sont relâchées. Et il ne faut pas vraiment détacher ce phénomène-là du contexte global du pays. Quand les gens sont tués, quand les gens sont torturés sans aucune suite judiciaire, ou quand les biens de certaines personnes sont spoliés même par l'autorité publique, ça incite les gens en fait à commettre des infractions, ça favorise en fait le développement d'un esprit criminogène. L'une des conséquences, c'est que quand la justice ne fonctionne pas et que la population s'en est déjà rendue compte, alors je vais dire que quand on arrête une personne, elle est relâchée. L'une des conséquences, c'est que le phénomène de justice populaire peut se généraliser dans le pays. On l'a déjà constaté au Burundi, on l'a déjà constaté ailleurs. L'hypothèse la plus extrême, c'est que la population désespérée se soulève. Là aussi, on l'a observé dans certains pays africains, où l'État avait complètement échoué, où la population laissée à elle-même a décidé de se prendre en charge. Eulalie Niwizi explique que les discours de haine utilisés par le parti au pouvoir pour inciter les Imbonerakure à engrosser les membres des partis de l'opposition font que les cas de viol se multiplient. Ce défenseur des droits de l'homme interpelle la ministre de l'Enseignement et celle de la Justice de se ressaisir afin d'éradiquer ce fléau dans le milieu scolaire et de sanctionner de façon exemplaire les auteurs de ce crime. L'impunité est au centre de tout. Quand un éducateur sollicite les avances chez un élève, que l'élève va porter plainte, la direction ne protège plus l'élève. Les parents ne se lèvent plus pour protéger un élève. Il y a les comités de gestion de l'école ne protègent plus. Il y a une solidarité négative entre l'autorité scolaire ou l'administration scolaire jusqu'à la justice avec des personnes qui sont responsables de ce viol et de ces relations d'adultère. L'autre chose, c'est une éducation qui a été donnée de manière expresse. Nous l'avons entendu dans les chansons. Cette éducation d'engrosser les ennemis pour donner naissance aux Imbonerakure. Ça se scande dans la rue. Et quand un Imbonerakure engrosse une fille ou quand il la viole,
personne ne le poursuit. Donc, autour de ça, il y a l'impunité. Il y a aussi l'éducation à la violence. Le manque de respect à la fille, parce que si on respectait la fille, on respecte sa mère, on respecte son enfant aussi. Voilà, donc c'est aussi que vicieux de la violence, de l'impunité, mais aussi de l'éducation à la violence. Ce que je recommande, je fais appel à la ministre de l'Éducation. Elle a déjà manifesté la volonté, mais aussi elle a déjà pris de certaines décisions qui montrent qu'elle voudrait combattre les grossesses en milieu scolaire et qu'elle voudrait combattre tout ça. Alors, je l'interpelle pour qu'elle fasse un vrai recensement des élèves, des écoles aussi, qui sont sous harcèlement sexuel en milieu scolaire, qui abandonnent l'école suite aux grossesses, et qu'elles se battent afin de protéger le milieu scolaire de ces cas-là, mais aussi de protéger toutes les jeunes filles. Je appelle aussi à la ministre de la Justice, qui est une mère, qui est une femme aussi. L'impunité est entretenue par le secteur de la justice. Il faut que la ministre de la Justice et la ministre de l'Éducation frappent sur la table parce que c'est une honte pour la nation, pour qu'elles exigent le respect aux femmes, le respect d'abord à la petite fille, pour qu'elles protègent ceux qui la victime, mais aussi pour qu'elles prennent des mesures pour que les responsables soient punis, quel que soit leur origine politique, et qu'ils soient sanctionnés très sévèrement. Sur cette intervention de Madame Eulaline Bidi que nous clôturons l'émission Ouaouka de ce dimanche. Merci à nos invités, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. À la prochaine. Ouaouka. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 26 mai 2019. La mise en onde a été assurée par Steve Niungeko et Jean-Pierre Nifashidje. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité.